pour cette nouvelle conférence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter encore à nouveau puisque j'ai été élue en mars. Donc je suis Véronique Bugin, je remplace Jean-Michel Rincé à la culture et à l'animation, ainsi qu'en charge de toutes les associations sportives. Donc ce soir, je suis ravie de vous retrouver, toujours en un nombre assez conséquent, et je vais passer la parole à Jean-Jacques Hierret pour la présentation de cette conférence sur les exoplanètes. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis après, nous prendrons le pot d'amitié, derrière vous, et j'espère que tout le monde restera. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Alors, je vais donc vous parler des exoplanètes. Ça s'appelait. Ça va le micro là? Oh, bon. Ça résonne, oui. Je vais essayer de venir un tout petit peu plus loin. Voilà. Là, il va falloir faire attention. Bon, je vais. Pardon. Oui, ça va bien. C'est tout à fait correct. Bon, vous voulez qu'on éteigne tout ça? Oui. Voilà, ça va? Bon. Exoplanète, c'est le terme qu'on emploie à l'heure actuelle. Pour ma part, j'ai trouvé l'ancien terme planète extrasolaire bien meilleur. Parce que ça permet de bien se situer au point de vue de ces planètes. C'est les planètes qui étaient ailleurs autour du Soleil. Exoplanète, ça pourrait laisser à penser que ce sont toutes les planètes qui sont assez particulières. Et bien d'abord, une planète, ça se forme forcément autour d'une étoile. On n'a pas trouvé de mécanisme capable d'expliquer la formation d'une planète en dehors des étoiles. Une étoile, ça se forme dans un nuage de matière, ça c'est naturellement une décoration d'artiste, on n'a jamais pu trouver des photos de ce genre, c'est tout à fait normal. Ça se forme dans un nuage de matière, généralement gazeuse, mais également composé d'un certain nombre de poussières. Et la première étape, lorsque ce nuage de matière commence à se condenser, c'est la formation de l'étoile que vous voyez ici, à l'état d'embryon, au centre. Et au fur et à mesure que l'étoile commence à grandir, eh bien, il se forme autour de cette étoile, par accrétion successive des différentes particules, un certain nombre de planètes. On connaît deux systèmes de fabrication de planètes. La première, c'est un noyau assez important, qui devient rapidement assez important, et tous les matériaux viennent sur ce noyau. C'est surtout le système qui est employé pour les planètes géantes. Là, on reconnaît facilement une planète géante du type de Saturne, avec ses anneaux. Bon. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ailleurs, enfin, ça permet ainsi de placer beaucoup plus facilement ces planètes géantes. On estime qu'il faut entre 100 000 et 1 million d'années pour former à peu près correctement une planète géante. Lorsque le nuage gazeux est épuré de ce gaz, il reste des particules solides. On les voit ici un peu partout. Et ces particules solides peuvent former des planètes telluriques, telles que la Terre, par exemple, qui sont des planètes avec une densité nettement supérieure. Là, on pense que ça ne se forme pas de la même façon que les planètes géantes, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un noyau qui va attirer tous les matériaux aux alentours, on aurait plusieurs petits noyaux qui font quand même une bonne centaine de kilomètres chacun, et qui vont ensuite s'agglomérer. La technique, le mécanisme d'agglomération est beaucoup plus lent, puisqu'on estime qu'il faut au moins une dizaine de millions d'années, voire plus, voire 1 milliard d'années, avant que la planète puisse se former. Alors, la première conclusion, des planètes de ce type ne pourront exister qu'autour des étoiles qui vivent suffisamment longtemps. Les étoiles géantes, qui ont une durée de vie qui quelquefois n'excède pas 1 million d'années, n'ont absolument aucune chance de voir se créer des planètes autour. Ça évite de rechercher un peu n'importe où ce genre de planète. Alors, je vous ai parlé des planètes gazeuses. Bon, là, la photo supporte mal l'agrandissement. Ce sont des photos prises sur Internet pour définition qui n'est pas tellement bonne. Vous avez ici dans l'ordre Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et de l'autre côté, vous avez Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Notre système solaire est très caractéristique de ces différentes planètes.
il a fallu définir ce qu'est une planète et ce qu'est surtout une exoplanète. Un certain nombre de points sont importants. Vous les avez ici. C'est un objet qui n'est pas trop gros, parce que s'il est trop gros, il va dépasser le stade de la planète et il va devenir une petite étoile. On estime en gros que pour 13 fois la masse de Jupiter, et avec un taux de métaux, ce qu'on appelle le taux de métallicité analogue à celui du Soleil, on risque d'avoir non plus une planète, mais ce qu'on appelle une naine brune. Le dernier échelon que l'échelon le plus bas des étoiles. Il faut que ça orbite autour d'une étoile ou des restes d'une étoile. Il se trouve effectivement que les premières exoplanètes ont été trouvées autour des restes d'une étoile. Et il faut aussi que la masse ou la taille soit supérieure à la limite considérée comme une planète du système solaire. Alors en gros, on considère que c'est une planète lorsqu'on a au moins un diamètre de 1000 km. En dessous, ce n'est pas sphérique, ce n'est pas une planète. Ça peut quand même être une planète dans certains cas, lorsque la planète en question a une densité très forte. Dans ces conditions, elle devient quand même assez sphérique. Quand a-t-on pensé à l'existence d'autres planètes que dans le système solaire? Eh bien, sans doute il y a très longtemps. Bon, je vous cite ici une cosmogonie. Il y en a des quantités de cosmogonies. Il y en a à peu près 200 dans le monde. 200 qui ont été répertoriés dans l'ouvrage La monde, mythe et image de l'univers. C'est très joli, c'est très bien fait. C'est très bien dessiné aussi. Et parmi ces différentes cosmogonies, il y en a une qui est assez intéressante. C'est celle qui est, disons, issue du Tibet, qui remonte à peu près à 600, et qui donne la possibilité de plusieurs univers. Une grosse différence, cependant, c'est que pour ces plusieurs univers, eh bien, c'est toujours centré autour d'une planète. C'est-à-dire, c'est le système géocentrique, centré sur la Terre. Alors, vous avez ici les planètes, toute une collection de planètes sur des jolis petits plateaux. Et à chaque fois, autour, vous avez différents éléments, c'est-à-dire les étoiles, etc. Bon, c'est une image complètement fausse. La seule chose qui est intéressante, c'est que les personnes qui ont conçu cette cosmogonie avaient pensé déjà qu'il pouvait y avoir d'autres mondes. C'est une chose qu'on retrouve aussi avec Giordano Bruno. Alors cet ouvrage gelé, pas en latin, mais en français. Et Giordano Bruno, dans cet ouvrage sur l'infini, l'univers et le monde, eh bien, dit qu'à son avis, autour de chaque étoile, il y a des planètes, et sur ces planètes, il y a des personnes. Voilà. Il était très en avance, et la façon dont il a présenté ces choses, eh bien, impliquait un certain nombre de conditions, en particulier concernant la religion. Parce que s'il y avait des planètes et des gens partout, eh bien, comme on sait que le Christ est le sauveur du monde, il aurait fallu que le Christ passe en quelque sorte en revue toutes les planètes. Il est évident que la manière dont il a présenté comme une vérité à lui, à sa vie future, puisque comme vous le savez, pour un certain nombre d'autres raisons d'ailleurs, il a fini sur le bûcher. Mais il était très en avance sur les idées. Ce n'était pas le seul. Si on regarde Fontenelle, eh bien, il avait pensé lui aussi à la pluralité des mondes. On croit que c'est une invention, plutôt une idée très récente, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Newton en avait parlé dans son principe mathématique, et puis Huygens, qui était un savant, plus exactement un observateur remarquable, eh bien, avait pensé utiliser ces lunettes pour essayer de détecter d'autres planètes en dehors du système solaire. Il avait fabriqué pour cela une lunette qui faisait 16 mètres de long et qui était maintenue par des haubans pour pouvoir la maintenir à peu près droite. Alors, les premières planètes ont été détectées en 1990. Elles ont été détectées autour d'un pulsar. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pulsar? Eh bien, c'est une étoile morte. Ça correspond à peu près à l'étoile à deux troncs. Lorsque on a une étoile assez importante, pas les toutes géantes, mais une bonne étoile, elle explose au supernova, et ensuite les résidus, les restes, les cendres, ça forme une étoile assez petite de dimension, mais très très lourde.
et elle conserve son mouvement cinétique en tournant à très grande allure. Et par conséquent, bien, ça fait une étoile, un pulsar, qui est très facile à repérer. Comme cette étoile est très petite, eh bien, on a pu détecter par des différentes méthodes les premières planètes autour. On était très surpris parce qu'on pensait que lorsqu'une étoile de ce type allait exploser, ça allait balayer tout ce qui se trouve autour. Or là, bien, ce pulsar en question, on lui a trouvé un certain nombre de planètes, vous voyez, il y en a 4. Alors, vous avez les caractéristiques de ces planètes ici. Vous en avez 2 en particulier qui sont assez importantes, puisqu'elles sont entre à peu près 4 fois la masse de la Terre. Elles sont représentées ici, le pulsar étant très petit et représenté beaucoup plus petit que les autres planètes. Le seul problème, c'est qu'on a mis très longtemps avant de confirmer cette découverte. Et elle a été simplement confirmée, vous voyez, en 2007. Si bien qu'on ne considère pas, a priori, cette découverte comme la première. Vous remarquez aussi une chose qu'on verra assez souvent, c'est la distance, 980 années-lumière. En général, les découvertes ont été faites beaucoup plus loin. On a guère dépassé les 300 années-lumière. C'était donc quelque chose d'exceptionnel pour l'époque. La première qui a été découverte sûre, c'est cette planète dans Pégase. Vous voyez, c'est Pégase 51, c'est une étoile qui se trouve ici. Là, dans le ciel, on repère assez facilement le grand carré de Pégase. Elle a été découverte dans le Conservatoire de Genève. Et cette fois-ci, beaucoup plus près, comme vous pouvez le constater, que les autres. 40 années-lumière, je ne dirais pas que c'est la banlieue, mais c'est quand même beaucoup plus près que les autres. La zone de recherche est extrêmement restreinte. Je vous ai dit tout à l'heure que 980 années-lumière, c'était très loin. Eh bien, vous avez ici le schéma de la Voie lactée. Sachez que le diamètre de la Voie lactée, c'est à peu près 100 000 années-lumière. La zone dans laquelle on est susceptible de trouver avec nos moyens actuels les planètes, c'est la petite zone bleue que vous avez ici. C'est en gros une sphère de 300-400 années-lumière de diamètre, de mémoire. La plupart des découvertes actuelles se font encore un peu plus près. Ça fait partie, ces différentes étoiles font partie d'un catalogue qu'on appelle le catalogue Pleiades. Vous avez ici la répartition de ces étoiles qui sont situées dans un rayon de 33 années-lumière. Vous en avez 4 qui sont très grosses. Ce sont pratiquement des géantes. Vous en avez 8 qui sont d'une très bonne moyenne, 24 qui sont du type du Soleil, c'est-à-dire de petite moyenne. Vous en avez 48 qui sont du type K, c'est-à-dire des étoiles inférieures au Soleil, et surtout 220 qui sont des naines rouges. Les 20 que nous trouvons ici, ce sont des naines blanches, c'est-à-dire des résidus d'étoiles, puisque la naine blanche est créée lorsque une étoile meurt. C'est le reste de l'étoile, mais d'une étoile de taille moyenne, c'est-à-dire comme le Soleil. Si elle est plus grosse, ça fait un pulsar. C'est surtout autour de ces naines rouges que l'on va pouvoir trouver ces planètes extrasolaires. En effet, la particularité de la naine rouge, c'est d'être relativement petite, et par conséquent, l'action d'une planète qui est encore plus petite va se sentir beaucoup plus sur une naine rouge que sur une étoile beaucoup plus grande. Alors, quelles sont les méthodes de détection? Eh bien, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui diffèrent suivant la position de la planète par rapport à son étoile. Vous avez les méthodes indirectes, c'est-à-dire qu'on détecte l'étoile, ou plus exactement ses variations. La vitesse radiale, une variation de vitesse de l'étoile montre qu'il y a quelque chose à côté. Le transit, cette fois-ci, c'est la luminosité de l'étoile qui change. En quelque sorte, lorsque une planète passe devant son étoile, il y a moins de lumière, donc on détecte cette variation de lumière. L'astrométrie, là, on détecte la variation de trajectoire de l'étoile. Si cette variation est suffisante, on va pouvoir la repérer, par conséquent, voir qu'il y a quelque chose à côté. Et enfin, un système qui est beaucoup plus intéressant mais qui est beaucoup plus rare, ça s'appelle la micro-lentille gravitationnelle. Lorsqu'une étoile très lumineuse passe, bien plus exactement lorsque la planète passe devant une étoile très lumineuse, ça agrandit la lumière de l'étoile comme une lentille, comme une loupe, et par conséquent, on pourra détecter beaucoup plus facilement les variations de luminosité. Il y a les méthodes directes. La méthode qui serait la plus facile, mais qui est en fin de compte très rare, ça consiste à prendre une image. Alors, on a différentes techniques.
L'optique adaptative, ça c'est très courant maintenant sur tous les télescopes, on en fabrique même pour les petits télescopes qui permettent de rectifier en quelque sorte toutes les variations dues à l'atmosphère ou à des problèmes sur les lentilles. La coronographie, ça a été inventé par un Français qui s'appelle Biot. Ça consiste à masquer l'étoile de façon à ce que les objets qui sont autour et qui sont beaucoup moins lumineux puissent être rendus visibles. Mais vous avez une méthode qui est plus informatique. C'est le traitement d'image. On peut arriver à gommer artificiellement un certain nombre de points qui peuvent être des artefacts dus à des problèmes d'informatique ou d'optique, ou alors tout simplement on peut gommer l'étoile qui est beaucoup trop lumineuse et qui masque tout. Et puis je terminerai avec le projet mission, hein, puisque à l'heure actuelle on est quand même assez limité au point de vue possibilité, mais il y a un certain nombre de projets qui peuvent être dans les décennies qui vont venir, être très intéressants, en particulier pour détecter des planètes telles que la Terre et où il y aurait éventuellement la vie. À l'heure actuelle, on n'est pas capable de le voir, nos appareils ne sont pas assez puissants, mais on pense que d'ici 20 à 30 ans, on commencera à trouver des planètes qui sont très proches de la Terre, très proches de la structure de la Terre, par conséquent, on pourra détecter la vie. C'est pas parfait. Alors voyons un peu les principes. Alors j'ai mis des petits montages qui permettent d'expliquer un peu mieux ce qui se passe. Le problème des vitesses radiales, ça se détecte d'autant plus facilement que l'observateur est dans le plan des planètes autour de cette étoile. Le plan écliptique, autrement dit, vous avez ici l'observateur, voilà, et qu'est-ce qu'il va voir? Il ne va pas voir cette planète qui est beaucoup trop faible, mais il va voir l'étoile remuer, bouger. Lorsque l'étoile s'éloigne, la vitesse augmente. Lorsque l'étoile se rapproche, alors là elle s'éloigne, la vitesse diminue, puisqu'elle se rapproche de nous. C'est une chose qu'on a détectée depuis assez longtemps, et ça se vérifie par le changement de lumière. On sait que la fuite des étoiles, ça s'appelle un décalage vers le rouge. La lumière se décale vers les ondes qui sont plus longues, qui tirent le rouge. Lorsque l'étoile se rapproche, c'est un décalage vers le bleu. Vous avez ici le spectre coloré d'étoiles, avec quelques repères. La plupart du temps, on les repère de cette façon, avec les traits. Vous voyez que lorsque l'étoile s'éloigne, le rouge apparaît, ça décale vers le rouge. Lorsque l'étoile se rapproche, ça décale vers le bleu. C'est une méthode qui est employée déjà depuis pas mal de temps, une cinquantaine d'années, pour détecter les vitesses de fuite des galaxies, qui sont beaucoup plus importantes. Au fur et à mesure que l'on a pu améliorer les dispositifs de détection, eh bien on a pu le voir pour des objets beaucoup plus proches et qui se déplacent beaucoup moins vite. Ce que vous avez ici qui se déplace en quelques secondes, en fin de compte, c'est au moins plusieurs jours, sinon plusieurs mois. Donc on va pouvoir prendre un certain nombre de mesures. Les mesures que vous avez sont représentées par les petits triangles. Vous voyez ces petits triangles, et ici, la barre représente la zone d'incertitude, parce que les mesures ne sont jamais exactes. On sait que c'est plus ou moins quelque chose, donc on va repérer ces valeurs avec une zone d'incertitude. Ensuite, on pouvait le faire à la main, mais maintenant on le fait avec un bon programme d'informatique. Et bien on essaie de déterminer une courbe qui passe par tous ces petits secteurs. Et vous avez la courbe en pointillé. Vous remarquez que ça correspond à la courbe de vitesse que nous avons ici. Alors le fait qu'il y ait une variation de vitesse montre qu'il y a quelque chose qui perturbe le mouvement de l'étoile. Du moment qu'on a mesuré cette perturbation, eh bien on est capable, avec un dispositif mathématique, enfin des règles mathématiques, d'obtenir la masse de l'objet qui déplace cette étoile. Donc la masse de la planète. On ne peut pas obtenir autre chose. Pour obtenir autre chose, par exemple le diamètre ou la distance, il faudrait avoir une autre expérience, qui n'est pas toujours réalisable. La méthode du transit. Là, vous avez une photo, plus exactement un dessin, qui montre la planète, c'est le petit point noir qui est en train de passer devant l'étoile. La baisse de luminosité, comme on connaît à peu près les types d'étoiles qui sont utilisées, va permettre de connaître la taille de la planète. Là aussi, il faut que la planète et l'étoile soient dans le même plan que l'observateur, comme dans le cas de la vitesse radiale. Si
On a le transit plus la vitesse royale, on aura la masse, et on aura la taille de la planète. On pourra même ensuite en déduire la distance entre l'étoile et la planète. Mais il faut que ce soit parfaitement aligné. Dans le cas de la vitesse radiale, ça peut être incliné. On a les moyens de correcter. Mais si l'étoile n'est pas parfaitement alignée avec la planète et l'observateur, on n'aura pas de transit. Alors, on dirait que c'est vraiment exceptionnel quand on a tout ça. C'est vrai, mais comme on travaille avec des centaines d'étoiles, on arrive toujours à en avoir une ou deux qui correspondent à ce système. Alors vous avez ici les variations de luminosité. Avec lorsque ça se situe avec rien qui cache la planète et l'étoile, et ensuite cette partie-là, qui voit baisser la luminosité, et par conséquent, on déduit que quelque chose passe devant. Alors, quelquefois, on n'arrive pas à le reproduire. Ça prouve simplement qu'il y a eu un autre phénomène, peut-être un petit problème dans le télescope ou une saleté dans le détecteur. C'est arrivé. L'astrométrie ou le calendrier. On va repérer la position de l'étoile au fur et à mesure. Là, vous en avez une qui commence en 1990 et qui est, alors 2020, c'est une prévision évidemment, et qui montre la variation de cette étoile. Regardez la taille de l'étoile qui est représentée au centre. C'est le gros papier jaune. Vous voyez qu'on a intérêt à avoir des mesures d'une extrême précision pour pouvoir s'en sortir. Alors, si vous regardez les coordonnées, plus exactement la dégradation, vous apercevez que c'est de l'ordre du millième de seconde d'arc. C'est une extrême précision, on ne va pas faire ça avec un petit télescope. Il faut un télescope extrêmement puissant. La plupart du temps, on emploie plusieurs télescopes en interférométrie. Pour ceux qui ne se souviendraient plus des mesures d'angle, ces mesures d'angle ont été définies il y a très longtemps, il y a en gros 5000 ans par les Sumériens. C'est eux qui se sont amusés, si l'on peut dire, à travailler non pas en système décimal, mais en système sexagésimal, de 60 parties. Ils avaient déterminé le cercle, ça faisait 360 degrés. Chaque degré faisait 60 minutes, chaque minute faisait 60 secondes, et bien là, on est au millième de ces 60 de cette seconde. C'est totalement imperceptible. C'était totalement impossible à mesurer pendant très longtemps d'ailleurs. Mais on arrive à le faire maintenant. Le système le plus intéressant, c'est la micro-lentille gravitationnelle. Alors vous avez ici l'étoile qui passe avec ses planètes. Vous avez ici, quelquefois très éloigné, une source lumineuse très forte. Ça peut être une étoile géante, ça peut être une galaxie qui est située à des millions d'années-lumière, peu importe. Lorsque la lumière de cette étoile ou de cette galaxie arrive au voisinage de cette étoile plus petite et tout nettement plus proche, eh bien, elle est courbée comme avec une lentille. Ça fait exactement la même concentration qu'une lentille optique classique, une loupe en quelque sorte. Si bien qu'avec une luminosité qui était assez faible, eh bien, on va avoir une luminosité beaucoup plus forte. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous avez ici votre étoile qui passe avec la planète éventuelle, et là, l'étoile brillante. Lorsque c'est bien aligné, vous avez un pic de luminosité. Et chose intéressante, vous avez un deuxième pic qui se forme lorsque la planète passe aussi au niveau de l'étoile du fond. Donc on a cette espèce de petite appendice qui montre l'existence d'une planète. Et que c'est assez astucieux. Les lentilles gravitationnelles ont été plus ou moins découvertes par Einstein. Avec ses lois de gravitation, il a démontré que la lumière pouvait être courbée par des objets massifs. Et on l'a utilisé pour d'autres découvertes, mais là on l'utilise pour ce système. Il faut être assez patient. Vous pouvez voir qu'ici, alors je ne sais pas quel type d'étoile, mais l'expérience a été faite sur 30 jours, et le décalage entre le grand pic et le petit pic dure 8 heures. On n'a pas intérêt à louper, c'est pas dire. Ça ne dure vraiment pas longtemps. Alors, ces différents systèmes sont grandement améliorés, non pas par un télescope normal, mais par l'interférométrie. L'interférométrie, ça consiste à mettre plusieurs sources espacées qui correspondent à une même source, moins lumineuse, mais nettement plus puissante au point de vue de la précision des mesures. Il se trouve aussi que ce n'est pas la lumière visible qui est intéressante avec ces planètes, elles ne sont pas assez chaudes et assez lumineuses pour ça,
mais plutôt les infrarouges, et les infrarouges lointains, c'est-à-dire non pas des ondes qui correspondent aux ondes lumineuses classiques, mais des ondes plutôt millimétriques. Alors on a fabriqué un instrument gigantesque qui s'appelle le réseau sur l'ALMA, qui est au Chili, qui n'est pas très loin d'ailleurs des gros télescopes du système européen, les uns. Et vous avez ici un exemple de ces antennes. Vous voyez la taille de l'antenne par rapport aux personnes. C'est quand même pas le modèle de poche. Tout ça, ça peut bouger. Et vous avez ici cette disposition qui peut apparaître assez confuse, mais en général, c'est pas placé n'importe où. Eh bien, il y a quelques jours, ce système a réussi à prendre en quelque sorte une photo. C'est pas tout à fait exact parce qu'il y a différentes parties qui ont permis d'avoir cette photo. Et on a obtenu une photo, toute première photo d'un disque protoplanétaire. Alors vous avez l'étoile qui est en construction ici au centre, et vous avez en dessous ou autour des espèces de rayures noires. C'est-à-dire que la matière s'est déjà condensée à ce niveau-là. Et on devrait voir apparaître, c'est peut-être le cas ici et vers là, des protoplanètes qui sont en train de se construire. C'est une photo assez exceptionnelle pour ce type-là. Attention, le diamètre de ce disque, vous voyez, c'est 1 milliard de kilomètres. C'est-à-dire pratiquement 8 fois le diamètre du système solaire. Cette photographie a permis de montrer aussi une chose, contrairement à ce qu'on avait pensé pendant assez longtemps, la fabrication des planètes commence avant que l'étoile soit complètement formée, ou même vraiment bien formée. Là, on s'aperçoit que l'étoile est juste un peu plus brillante que le reste. C'est-à-dire qu'elle doit s'être allumée il y a relativement peu de temps, quelques centaines de milliers d'années par exemple. L'imagerie directe. Si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a une petite tache ici. Cette petite tache est estimée comme étant une planète. Attention cependant, on a l'impression que la planète est dans l'étoile. Mais du fait de la luminosité extrêmement forte de l'étoile par rapport à la planète, l'étoile s'est étalée considérablement et par conséquent, ça ne correspond pas à une vue vraiment réelle. De toute façon, si on n'avait pas augmenté considérablement le captage de la lumière, on ne verrait pas du tout cette planète. Vous remarquez qu'il faut qu'elle soit relativement proche, que l'étoile soit relativement faible, et jusqu'à maintenant, parmi toutes les planètes découvertes, il n'y en a vraiment que 4 qui ont été découvertes de cette façon-là. C'est relativement faible. L'optique adaptative. Donc, on corrige directement, avec des vérins, en fin de compte, la position du miroir de façon à éliminer tout ce qui peut perturber l'image. Là, vous avez une naine brune. En fin de compte, vous pouvez avoir très lumineuse aussi, alors qu'elle serait pratiquement noire dans la réalité. Et vous avez ce point rouge qui montre que la température est beaucoup plus faible et qui devrait être une exoplanète à côté. C'est une autre photo du même type que la précédente, mais cette fois-ci avec une étoile relativement faible. La distance entre l'étoile et cette planète est de 55 unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est une unité qu'on utilise assez souvent pour donner des distances à l'intérieur d'un système solaire. C'est la distance entre le Soleil et la Terre, 150 millions de kilomètres. Là, 55 fois cette unité. Ça fait donc pas loin de 70 milliards de kilomètres. Coronographie. La coronographie consiste à masquer artificiellement l'étoile centrale, de façon à ce que ça n'éblouisse pas autour. Ça peut marcher à condition que l'étoile ne soit pas trop loin, parce qu'autrement il est très difficile de masquer l'étoile sans masquer ce qu'il y a autour. Il y a des dispositifs, on en possède un, on n'a jamais essayé d'ailleurs au club, qui permet de faire la coronographie. On s'en méfie parce que observer le soleil, c'est quelque chose de très dangereux. Par conséquent, on attendra de voir comment on peut s'en dépatouiller. On nous l'a donné, bon, très bien, mais moi je m'en méfie énormément. Mais les appareils de coronographie sont relativement simples dans leur principe. Un petit cache qu'on va régler de façon à ce que le soleil soit entièrement masqué, exactement comme lorsqu'on a une éclipse de lune.
Et par conséquent, tout ce qu'il y a autour va paraître beaucoup plus lumineux puisque le soleil ne nous éblouit plus. Et là, c'est ce qui a été fait. Vous avez l'étoile Fomalhaute, qui est une étoile qui n'est pas visible d'ailleurs de l'hémisphère nord, mais de l'hémisphère sud. Eh bien, cette étoile est masquée, mais pour éviter des problèmes, on a conservé un petit point blanc. Plus exactement, on a remis un petit point blanc. Autour, vous avez toute cette partie, une sorte de disque qui est un peu incliné. En principe, ça, ce sont ce qu'on appelle les espèces de trous que vous avez un peu partout ici. Ce sont des artefacts, c'est-à-dire des choses qui n'existent pas en réalité, qui ont été créées par l'appareil qui utilise ce système. Il suffit qu'il y ait une toute petite bavure sur le masque pour qu'automatiquement ça fasse quelque chose d'énorme. Alors vous avez ce petit carré ici. Si on augmente ce petit carré, voilà ce qu'on obtient. Ce petit carré représente une planète qui s'est déplacée d'une toute petite distance en 2 ans. C'est-à-dire qu'on a pris 2 photos à 2 années de différence et on a pu constater ce petit point. Il fallait vraiment le trouver dans le fouillis. Ça, c'était pas tout à fait commode. Alors les traitements d'image, il y a beaucoup de possibilités lorsqu'on a un ordinateur suffisamment puissant pour traiter l'image. Plus il est puissant, plus il va pouvoir traiter en finesse. Bon, il y en a très peu dans le monde, il faut quand même reconnaître, et puis bon, ça coûte une fortune ces ordinateurs, c'est pas à la portée évidemment de personnes indépendantes. Alors on peut utiliser la lumière polarisée. La lumière polarisée, c'est quelque chose qu'on utilise quelquefois, par exemple avec des lunettes, pour reprendre une image en relief. Si vous allez au futuroscope, vous avez des lunettes en lumière polarisée. Elle est polarisée dans un sens sur un verre, polarisée dans l'autre sur autre verre. L'image de gauche a été polarisée d'une certaine façon, l'image de droite est polarisée à l'inverse, par conséquent on verra celle-là. Et les deux images, ça fait de la séroscopie, ça reprend en relief. Bon, ici on n'utilise pas ça pour avoir du relief, on utilise ça pour éliminer une partie des radiations lumineuses qui sont gênantes. L'étoile n'étant pas polarisée, on va la filtrer et on va conserver simplement la lumière qui va passer des planètes aux alentours. L'imagerie différentielle en longueur d'onde, on élimine donc les spectres continus de façon à n'avoir que les radiations qui correspondent à la planète. Le spectre continu, c'est celui de l'étoile. L'imagerie différentielle en rotation, ça c'est beaucoup plus facile à comprendre. On fait tourner le télescope, et par conséquent, si les petites particules que l'on voit tournent en même temps que le télescope, c'est pas une planète, c'est un défaut du télescope. Ça, c'est relativement simple à faire, il suffit de pouvoir faire tourner ce télescope. Et enfin, imagerie en lumière cohérente. La lumière cohérente, c'est le laser, ni plus ni moins. On sélectionne une longueur d'onde de lumière cohérente et on opère uniquement là-dessus. Vous avez vu, c'est en développement, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de résultats là-dessus. Alors, pour expliquer un peu mieux ce que c'est, bon, ça c'est tout à fait simple. Vous avez la lumière qui est une oscillation, comme on l'a vu tout à l'heure avec les vitesses. Cette fois-ci, c'est la lumière qui vibre. Si vous avez 2 vibrations qui sont en phase, on va avoir la somme de ces 2 vibrations, on va avoir une amplification. Bon, ça ne sert pas à grand-chose. C'est simplement pour montrer que si on décale, eh bien on va pouvoir éliminer une des phases. Par exemple ici, vous avez 2 phases qui vont être décalées, par conséquent elles vont s'annuler parfaitement. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les luminosités des étoiles? Eh bien on va décaler la lumière de l'étoile et on va repasser cette lumière avec l'ensemble des lumières des autres planètes. La lumière émise de l'étoile va être supprimée, il ne restera que la luminosité des planètes. C'est une sorte de gomme en quelque sorte. Il faudra se tromper quand même. On a inventé un nouveau type de coronographe. Vous avez vu tout à l'heure que dans la Fomalhaute, il y avait des bavures. Les bavures proviennent du fait qu'on passe subitement du masque à la luminosité. Et si le masque n'est pas parfait, on a des problèmes. Eh bien, on a inventé un système qui s'appelle le coronographe tourbillon, qui est en tourbillon, moi je viens, en fait. C'est un masque qui ne va pas être quelque chose de naturel, de solide. C'est un masque qui est composé de la même chose que nos écrans de télévision, c'est-à-dire de LED, de petites particules qui s'éclairent, qui s'allument et qui s'éteignent. Et ce masque va être variable. On va le faire varier. On va pouvoir l'ajuster. Et par conséquent, on va pouvoir éliminer éventuellement les bavures. Alors c'est le dernier modèle de coronographe
et ça permet d'avoir des images assez remarquables. Bon, l'image qui est à côté, je doute qu'elle soit réelle, elle a dû être pas mal embouchée. Alors maintenant, on va passer au projet. En fin de compte, la détection est liée non seulement aux caractéristiques des étoiles et éventuellement des planètes, mais aussi des moyens dont on dispose. Alors on est en train de construire, parce que plus c'est gros, plus c'est cher, mais plus ça donne de renseignements, on est en train de construire un extrêmement grand télescope européen. On avait déjà le VLT avec 4 télescopes qui font un peu plus de 8 mètres de diamètre. Là, eh bien, on franchit une étape. On veut faire un télescope qui fera pratiquement 40 mètres de diamètre. Attention, ce n'est pas un télescope qui va être formé d'un seul miroir, il est beaucoup trop lourd et beaucoup trop déformable. C'est une multitude, un assez grand nombre de petits miroirs, genre hexagonaux, qui vont être ajustés les uns aux autres. D'ailleurs, les télescopes qui sont à Hawaï, par exemple, les télescopes Keck, sont munis déjà de ce type de miroir. Les miroirs uniques du type du Mont Palomar ou autres ne sont plus du tout d'actualité. Ils sont trop chers et en plus ils présentent beaucoup de problèmes de maintenance. Alors si ce télescope voit le jour, ce qui n'est pas encore garanti, eh bien vous pouvez voir, on observerait une étoile d'une taille comparable à la Terre autour d'une étoile qui se situait à plusieurs dizaines d'années-lumière. Le but en fin de compte est relativement simple, c'est très joli d'avoir les exoplanètes, mais on cherche essentiellement des exoplanètes qui seraient d'un type analogue à la Terre et qui pourraient arrêter la vie. Ainsi, on saurait que la vie existe ailleurs. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a essayé de trouver, eh bien, on a fait chou blanc. Dans le système solaire, on avait eu des espoirs avec Mars. Jusqu'à maintenant, on n'a rien réussi. On n'a pas trouvé de vie, ni même de vie fossile. Peut-être qu'ailleurs, que ces planètes pourraient le détecter. Alors voici un dessin de ce fameux télescope. Alors ce télescope est suffisamment gros pour qu'on puisse disposer des instruments au foyer. La quasi-totalité des télescopes ne peuvent pas avoir un observateur ou un appareil au foyer, c'est-à-dire au milieu du tube. Il faut déporter, soit sur le côté, soit au fond. C'est les deux types d'appareils, les appareils qu'on appelle, pour ceux qui s'y connaissent, les télescopes Newton ou les télescopes Cassegrain. On regarde en dehors de l'appareil. Mais à chaque fois qu'on ajoute un élément optique, eh bien, on ajoute des problèmes et on diminue la luminosité. Si on pouvait placer un appareil de détection vraiment au milieu du télescope, au foyer, on obtiendrait un meilleur résultat. Avec un télescope de 8 mètres, c'est possible pour certains petits appareils. Avec celui de 40 mètres, on peut absolument faire ce qu'on veut. Alors vous avez ici le télescope. Ici, vous avez le miroir en partie hexagonale la plupart du temps. Et vous avez là, à l'intérieur, le foyer, c'est-à-dire l'endroit où tous les rayons lumineux vont converger. Et c'est à cet endroit-là qu'on va disposer des appareils. Et en particulier un appareil qui s'appelle Métis. Alors c'est un coronagraphe du dernier cri, qui est fabriqué par le Centre européen. C'est lui qui va utiliser ce type d'appareil. De plus, étant donné qu'il y a de la place, et bien on va pouvoir en mettre plusieurs de différents types. Alors là, c'était ce qu'on appelle un écorché. Le miroir ne va pas être comme ça à l'air libre en permanence. Vous avez ici, à côté des 4 télescopes qui sont à l'heure actuelle en action, les fameux 4 VLT, eh bien vous avez la taille de ce nouveau télescope si jamais il est construit. Vous voyez, c'est quelque chose de gigantesque. Le télescope spatial Hubble, je ne dirais pas qu'il a fait son temps, mais il n'en est pas loin. Il a obtenu des résultats absolument remarquables. Il a obtenu aussi des crédits qui sont tout aussi remarquables, parce qu'il a coûté extrêmement cher. Je ne rappellerai pas qu'il a fallu le réparer, ou plus exactement lui mettre des lunettes, parce que ce brave télescope était myope. Il y avait eu une grave erreur de polissage du miroir, et il a fallu le réparer pratiquement aussitôt qu'il a été placé dans l'espace. Il a été modifié plusieurs fois, on a rajouté, supprimé des appareils. À chaque fois, c'était une mission spéciale. Ça coûte extrêmement cher. Les résultats étaient quand même sensationnels à ce point de vue-là.
Sachez aussi que le VLT, qui a coûté à peu près 20 fois moins cher, donne maintenant les mêmes résultats. Mais lui, il ne peut travailler qu'en pleine nuit et il est limité à l'hémisphère sud. Alors, le télescope spatial qui devrait remplacer ce télescope Hubble est un télescope qu'on a baptisé James Webb et il travaillera essentiellement dans l'infrarouge. Et il aura un miroir primaire, miroir principal, de 6,5 mètres de diamètre. C'est considérable, Hubble c'était 2 mètres. On va donc multiplier par à peu près 10 les capacités de ce télescope. Sur ce télescope, on va mettre une platine qui s'appelle Plateau et qui va permettre d'être beaucoup plus spécialisé dans la détection des exoplanètes. En effet, Hubble n'était pas au départ utilisé pour ça. On l'a utilisé par la suite, tout au moins lorsqu'on s'est aperçu qu'on pouvait détecter les exoplanètes avec celui-ci. Mais il n'était pas vraiment spécialisé là-dessus. Eh bien, ce télescope James Webb aura la possibilité d'utiliser des plateaux spéciaux, en particulier une photométrie d'infrarouge et une astrosismologie. Alors c'est tout nouveau. On a remarqué que lorsqu'il y avait une planète assez importante à côté de l'étoile, ça pouvait provoquer des séismes à l'intérieur de l'étoile. C'est ce qui est déjà fait pour le Soleil. On détecte des séismes à l'intérieur du Soleil. En quelque sorte, des tremblements de Soleil. Eh bien, on a un dispositif qui permet de détecter, lorsque le télescope est suffisamment puissant, la même chose sur des étoiles pas trop lointaines. C'est assez intéressant, mais ça ne peut marcher que si la planète est suffisamment grosse et l'étoile par rapport à cette planète suffisamment petite. Le projet le plus ambitieux, qui malheureusement a été abandonné, consistait à faire de l'interférométrie optique. Vous avez dans l'espace, on placerait dans l'espace 5 gros télescopes qui enverraient leur lumière sur une place centrale. C'est le principe même de l'interférométrie. C'est l'équivalent d'un télescope unique qui aurait le diamètre de tout cet ensemble, sans avoir les inconvénients, c'est-à-dire un système rigide, et en même temps sans avoir le prix qui de toute façon serait impossible à réaliser si c'était un système unique. Bon. On pensait qu'avec ce projet qu'on avait baptisé Darwin, justement pour ça, non seulement de découvrir des exoplanètes, mais également de trouver des traces de vie. On dirait comment fait-on avec ce système? Eh bien, il y a dans l'atmosphère des planètes des signes lorsque la planète développe la vie. Le télescope James Webb ne sera pas seul, plutôt ne serait pas seul dans l'espace. On essaierait d'en placer un autre qui serait plutôt uniquement consacré à l'observation des pays européens. C'est le télescope ECHO. Alors là, vous avez un dessin de cet ECHO. Et on ne place pas autour de la Terre, mais un des points où les attractions se neutralisent. Un mathématicien français qui s'appelait Lagrange, qui vivait à l'époque de Napoléon, eh bien, a calculé, en utilisant les lois de Newton, les lois de gravitation de Newton, qu'il existait dans l'espace, par rapport aux trois corps qui sont le Soleil, la Lune et la Terre, des points où la gravité s'annule. C'est en quelque sorte des points de stabilité. C'est très intéressant parce que, contrairement par exemple au télescope Hubble, qu'on est obligé de faire remonter périodiquement parce qu'il est freiné et risque de retomber sur la Terre, et en plus il tourne sans arrêt, et bien là on aurait un objet qui serait fixe et qui n'aurait pas besoin de maintenance, tout au moins point de vue mécanique. Bon. C'est un projet pour l'instant qui est en cours, mais on ne sait pas s'il sera réalisé. Alors il y a plusieurs points de la branche, vous avez les 5 points de la branche, et vous en avez un qui est particulièrement intéressant, c'est celui-ci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est toujours masqué par la Terre. La Terre sert en quelque sorte de masque pour le Soleil. Et par conséquent, ce télescope, puisqu'il n'est jamais exposé au Soleil, serait en permanence capable de prendre des images. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres télescopes. Lorsqu'on est en plein jour, on est obligé de s'arrêter. Alors vous avez ici un résumé des découvertes des exoplanètes. Vitesse radiale, transit,
calendrier, imagerie directe, micro-lentilles. Vous remarquez, et je vous l'avais laissé supposer, que les micro-lentilles, comme d'ailleurs l'imagerie directe, sont les parents pauvres au point de vue découverte. Ce sont eux qui ont découvert le moins de planètes. Par contre, la vitesse radiale, ainsi que le transit, qui sont beaucoup plus faciles à réaliser, eh bien, ont permis la découverte de très nombreuses exoplanètes. Vous remarquez aussi qu'il a fallu attendre ces 4 dernières années, là ça s'arrête à 2013, pour dépasser régulièrement les 100 exoplanètes découvertes par an. Alors je vous dirais quand même que lorsque une exoplanète est découverte, la personne qui l'a découverte le signale très rapidement pour éviter de se faire griller. C'est une certaine renommée pour le laboratoire, etc. etc. Quelquefois d'ailleurs, c'est pas bon. C'est-à-dire que l'exoplanète ainsi découverte n'en est pas une. Donc il faut le changer. Et c'est pour ça aussi que lorsqu'une exoplanète est découverte, eh bien, il y a beaucoup d'autres observatoires qui se mettent sur cette exoplanète pour vérifier. Bon. En général, tout au moins celles que je vous ai montrées ici, ont toutes, à quelques exceptions près, été validées par la suite. À l'heure actuelle, comme c'est noté ici, toutes les exoplanètes sont découvertes, sauf certaines, on a vu celle du pulsar tout à l'heure, à moins de 500 années-lumière. Moins de 500 années-lumière, c'est 3 fois rien au point de vue de la galaxie. Si on fait une simple péréquation, on s'aperçoit qu'avec les milliards d'étoiles qui sont dans notre galaxie, c'est-à-dire l'endroit où le Soleil vit, en quelque sorte, eh bien, on va avoir plusieurs milliards d'exoplanètes également. Plusieurs milliards d'exoplanètes qu'on ne découvrira jamais, parce qu'elles sont trop lointaines, parce qu'elles sont de l'autre côté du centre de galaxie, parce qu'elles sont masquées par un certain nombre de choses. Il n'empêche que ça fait quand même un nombre important. On ne pensait pas au départ qu'il y en avait autant. On le sait maintenant. Et encore, on a pu découvrir que les planètes assez grosses pour perturber leur soleil, leur étoile. Les planètes plus petites, on n'est pas encore capable de les découvrir massivement. On en a découvert certaines. En effet, si vous regardez ceci, alors c'est assez simple à lire, zone chaude, c'est-à-dire la proximité de l'étoile. Plus la planète est près de son étoile, plus elle peut la bouger. Donc plus elle sera facile à détecter. Plus elle est loin de l'étoile, moins l'étoile bougera. Donc la planète est beaucoup plus difficile à trouver. Par conséquent, dans la zone froide, plus loin de l'étoile, il y en a très peu. Vous voyez, on n'en a que 69 au total. Et toujours des très grosses. Dans la zone tiède, on en a un peu plus. Et puis dans la zone chaude, alors là, on en a une quantité industrielle. Bon. Ce qui nous intéresse pour la vie, c'est les planètes qui sont dans la zone tiède. En effet, pour la vie, il faut de l'eau liquide. L'eau liquide a une zone de température assez restreinte. Ça peut varier en fonction de la pression. C'est tout à fait normal. Mais en fin de compte, c'est quand même assez restreint. Donc ici, vous avez plusieurs types de planètes. Une planète géante, telle que celle de Neptune ou de Jupiter, et quand on parle de celle de Jupiter, ça va nettement au-dessus de Jupiter, et bien une planète géante n'est pas capable d'accueillir ces gazeux. C'est quelque chose qui est impropre à la vie. Donc il reste simplement les planètes du type de la Terre, c'est-à-dire celle-ci, et éventuellement les super-terres comme celle-ci. Celles-ci, ce sont des fours. Toute matière organique est complètement, si elle existait, elle aurait pu se former de toute façon, serait complètement carbonisée. Cette fois-ci, c'est la même chose mais avec une autre présentation, qui est à mon avis moins claire, mais j'ai mis ça en même. Alors, vous avez le nombre de planètes trop proche de leur étoile, c'est en rouge. Lorsque c'est dans la zone habitable, c'est du blanc. Du bleu, pardon. Et lorsque c'est en dehors, trop loin de leur étoile, c'est du blanc. Vous avez la répartition en fonction de la taille des planètes. Jupiter, plus 50 fois la masse terrestre, on en a trouvé 749. Il y en a à peu près 15% qui sont dans la zone habitable, mais qui ne peuvent pas être habités. Dans les Neptunes, qui sont un peu plus petits que Jupiter, vous en avez seulement 2,5% dans la zone habitable.
Dans les super-terres, vous en avez 8,5%, mais cette fois-ci seulement sur 120. Et ici, dans les petites terres, jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé. Pas suffisamment, tout au moins. Quelques types d'exoplanètes qui ont été découvertes. HD Cyparcos, c'est un sigle qui donne le type plus exactement, soit le catalogue la plupart du temps, et le système qu'il a découvert. Parcos, c'est un satellite. On l'appelle Osiris, celle-là. Si vous regardez très rapidement, vous voyez qu'elle est un peu plus grosse que Jupiter, un peu moins lourde que Jupiter, mais surtout, elle est extrêmement près de son étoile. 4 centièmes, 4,5 centièmes d'unité astronomique. Ça la place bien avant Mercure par rapport au Soleil. C'est une planète, un vrai four. Température 1200 degrés. On appelle ça les planètes chthoniennes. Alors ça provient de la mythologie grecque. Les divinités chthoniennes étaient des divinités qui étaient sous terre, terrestres. Et puis, je ne vous dirai pas exactement ce qu'elle représentait, mais c'était un peu le genre des mots. Alors à côté, vous avez Jupiter, et ici, vous avez la table de la planète telle qu'elle est représentée. Deuxième cas intéressant, un des premiers systèmes que l'on a découvert où il y a plusieurs planètes ensemble. Ça vient de la planète Upsilon Andromède. Il y a 4 exoplanètes qui sont groupées autour. Il y en a une qui a été repérée optiquement, on l'a vu tout à l'heure. Mais les autres ont été repérées grâce à différents systèmes de vitesse radiale. Mais là, vous avez le système planétaire tel qu'il a été observé par le Mont Palomar avec un coronagraphe. On a éliminé l'étoile qui se situe au centre et on a des petites taches lumineuses. Là, vous avez 3 planètes sur les 4. La 4e était trop faible, elle n'a pas pu être visualisée par une photo. L'étoile 55 du Cancer, qui a été découverte en 2012, avec un système de 5 planètes. Il y en a une qui est particulièrement intéressante, qui est représentée ici. Elle est composée pratiquement que de carbone. Alors on ne sait pas si c'est cristallisé, parce que si c'est cristallisé, le carbone, c'est du diamant. Voilà. Ce serait une planète qui mériterait des tours, mais enfin, de toute façon, si jamais c'était possible, ça montrerait simplement que le diamant ne peut rien. Bon, elle est extrêmement près de son étoile ici. Vous pouvez le voir. Période, elle tourne autour de son étoile en 17 heures. Elle est donc rapide en plus. Elle fait pratiquement 9 fois la masse de la Terre. C'est une planète qui n'est pas dans les planètes terrestres. Alpha du Centaure, 2012, 1500 degrés aussi. 1,2 fois la masse de la Terre. On pourrait dire qu'on se rapproche de la Terre. Tout à fait exact. Mais si on l'a détectée, c'est qu'elle est très proche de son étoile. En effet, elle n'est qu'à 4 centièmes d'unité astronomique. Vous voir que l'autre était quand même plus près. La période, 3,23 jours. Elle fait le tour du Soleil en 3 jours. Enfin, de son Soleil. Gliese. C'est un autre cas très intéressant, cette planète. Lorsqu'on a étudié son spectre, on s'est aperçu qu'elle était couverte d'eau. Ça vous paraît très curieux, c'est la planète océan. Bon, comme elle est située très près, ça doit être surtout de la vapeur d'eau. Mais l'analyse a été assez caractéristique, l'analyse spectrale a été assez caractéristique. C'est une planète océan. 7 fois la masse de la Terre, 2,7 fois le rayon de la Terre. Par rapport à la Terre, voici la planète océan. Oh, pardon, c'est celle-là, ça c'est Neptune. C'est-à-dire qu'elle est presque la table de Neptune. Une autre planète, ici, qui se rapproche aussi de ces différents systèmes, une couleur bleu azur qui est magnifique, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est un dessin, ça. C'est pas une photo. Et qui est 1,14 fois le rayon de Jupiter. Donc plus grosse que Jupiter, un peu plus lourde. Un autre cas particulier, c'est l'étoile 10180 qui a été découverte par Hipparcos. On a trouvé 7 planètes, peut-être 9, autour.
C'est exceptionnel. Vous remarquez que ces planètes, certaines sont pratiquement, tout au moins la première, de la masse de la Terre. Ici, c'est la masse de la Terre, donc elle est un peu supérieure à la masse de la Terre. Il y en a des très grosses, puisqu'il y en a une qui dépasse très nettement la masse de Jupiter. Elles sont situées assez près de leur étoile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les a détectées. Si c'était très loin, compte tenu de leur taille, on n'aurait rien trouvé. Donc 5 sûrs qui ont été vérifiés, 2 qui ne sont pas encore homologués, qui ne sont pas dans cette liste par conséquent, et 2 autres qui auraient été détectés. C'est le système le plus complexe que l'on a trouvé jusqu'à maintenant. Et il y a des systèmes qui sont encore plus bizarres. Regardez cette planète. Il y a une étoile centrale. Autour de cette étoile centrale, il y a 2 étoiles qui sont notées ici, qui tournent autour de l'étoile et qui tournent en même temps autour d'un point fictif qui serait leur centre de gravité. C'est un système qui devrait être fondamentalement instable, et pourtant il fonctionne. Et autour de la planète de l'étoile centrale, vous avez une planète qui est assez proche, qui se trouve ici, qu'on a détectée également. Au point de vue mécanique, c'est un tour de force. Alors vous avez votre étoile double, l'étoile mère, et la planète qui se forme. Alors on a essayé de comprendre le mécanisme qui permettait la formation de cette planète, qui, logiquement, aurait dû être disloquée, tirée à droite et à gauche par l'étoile centrale plus l'étoile double qui tourne, c'est assez logique. Au point de vue informatique, ça marche. C'est un cas très particulier. Alors cette planète est très chaude. Alors il y en a un qui l'a appelée Tatooine. C'était à la guerre des étoiles, la planète désertique de départ. Alors vous avez aussi la Hipparcos 13044 B, ça signifie qu'on a au moins une autre. C'est une géante gazeuse qui tourne autour d'une géante gazeuse rouge et qui a ainsi une planète qui tourne au milieu de ces 2 étoiles. Là aussi, on a un cas assez particulier. 1,25 fois la masse de Jupiter, 16,2 jours pour tourner autour d'étoiles. L'intérêt de cette planète, c'est que l'étoile ne provient pas de notre galaxie. En effet, les galaxies sont quelquefois très voraces. La nôtre n'échappe pas à cette règle. Et au cours des millénaires, des milliards d'années, on a avalé des groupements d'étoiles qui ne nous appartenaient pas. Ces groupements d'étoiles sont opérés car elles n'ont pas le même mouvement que les autres étoiles de la galaxie. En fin de compte, la galaxie, c'est un groupe d'étoiles qui tournent ensemble, et lorsque notre galaxie mange une autre galaxie, une galaxie satellite qui était certainement assez proche, eh bien, les étoiles de cette galaxie conservent leur mouvement d'origine. Elles se déplacent d'une autre façon. C'est ainsi, par exemple, on sait que dans le Sagittaire, il y a une galaxie même. On avait au départ opéré un groupement d'étoiles, et ce groupement d'étoiles, c'est issu d'une autre galaxie. Eh bien, ici, lorsqu'on a opéré ce groupement d'étoiles, on s'est aperçu qu'autour d'une de ces étoiles, il y avait une planète géante, mais une planète. C'est donc une planète qui provient d'une autre formation galactique que la nôtre. C'est très très rare, c'est la première que l'on a découverte. Alors on pense que cette galaxie, donc cette étoile et cette planète, ont été absorbées il y a environ 6 à 9 milliards d'années. Là, bien entendu, c'est un décès. Et puis, cas encore plus particulier, on a détecté par la méthode, en quelque sorte, des transits, ou plus exactement du passage d'écliptique d'une étoile, on a détecté des planètes flottantes qui ne sont plus reliées à une étoile. Il y en a 4 qui sont dans ce cas. 4 au total. Et ça a été vérifié. Vous avez des planètes qui ont été, dans des circonstances qui sont difficiles de décrire, arrachées à leur étoile d'origine. Elles n'ont pas pu être formées dans l'espace. On n'a aucun mécanisme qui permet la formation d'une planète toute seule. Elles ont pu être formées autour d'une étoile, et elles ont été arrachées par attraction gravitationnelle, par exemple d'une autre étoile qui passait pas trop loin. C'est le principe des comètes. Chez nous, quand on reçoit une comète, c'est qu'une étoile est passée pas trop près de nous, mais pas trop loin, et a décroché la comète et nous l'a envoyée.
ça aurait pu aussi la décrocher, envoyer dans l'espace extérieur. Là, on n'en s'en rend compte absolument pas. Ça peut exister aussi pour les planètes. Je reviens maintenant à la zone habitable. La zone habitable dépend essentiellement de l'étoile centrale. Plus l'étoile est importante, plus la zone habitable est éloignée de cette étoile. Plus l'étoile est faible, plus la zone habitable est près de cette étoile. Cette zone habitable est représentée par la partie bleue. Vous remarquez que pour une étoile du type du Soleil, c'est-à-dire une étoile jaune, qui est de petite moyenne, la zone habitable ne prend pas Vénus et ne prend pas Mars non plus. Mais on n'en est pas loin. Alors les espoirs pour ces étoiles, plus exactement ces planètes, eh bien c'est le matériel que je vous ai montré tout à l'heure. Alors si tout se passe bien, ce qui n'est pas toujours garanti, eh bien on pense que vers la fin de ce siècle, on sera capable non pas de voir avec précision la surface des planètes, mais de voir en quelque sorte les gros continents, les grosses masses, c'est-à-dire être capable de discerner ce qu'on peut voir à l'heure actuelle, un peu sur Mars par exemple, avec les premières lunettes du début du siècle précédent. Le seul problème, c'est que ce dispositif, le dispositif pour voir les détails, est un dispositif qui est forcément interférométrique. C'est-à-dire qu'il va falloir éloigner les récepteurs le plus possible. S'ils sont sur Terre, ça limite. C'est évident. D'où l'intérêt du fameux interféromètre de l'espace, Darwin, qui a été abandonné. Lui, dans l'espace, on avait beaucoup plus de disponibilité et surtout, on avait le repérage direct. Pensez par exemple métrique des grands télescopes VLT ne dépassent pas 100 mètres à l'heure actuelle. Même ceux d'ALMA ne représentent que quelques kilomètres, et c'est en système millimétrique. Ce qui ne nous a pas empêché d'être capable quand même de discerner des zones sur les planètes les plus proches. Là, vous avez en radiation infrarouge la disposition d'une planète qui s'appelle HD, qui est autour du Soleil, d'une étoile qui s'appelle HD 189 733. Il y a dans la des milliers, donc on peut avoir des noms très grands. Et vous pouvez voir qu'il y a des différences de température assez nettes. La zone la plus chaude est située en blanc ici, la zone la plus froide au pôle. En fin de compte, c'est un peu comme chez nous. À l'équateur, c'est chaud, et puis au pôle, c'est plus froid. On est très loin quand même de discerner les détails. Alors comment peut-on détecter la vie? Eh bien en analysant l'atmosphère. Lorsqu'il n'y a pas de vie, comme par exemple sur Vénus, eh bien on peut avoir des pics. Un pic qui représente la dose importante de dioxyde de carbone. Même chose sur Mars. Mais si on a ces deux pics, l'ozone et l'eau montrant qu'il y a possibilité de vie, et l'ozone ne peut se former que si il y a des opérations, plutôt des réactions de matière organique. Donc en détectant à la fois l'eau et l'ozone, eh bien on sait qu'il y a de la vie rudimentaire, bien entendu. On est très loin d'être capable de détecter une vie intelligente, mais on sait qu'il y aura de la vie sur cette planète. Donc en fin de compte, on va essayer de repérer la surface de la planète et d'analyser la composition de son atmosphère. Bon. D'une part, c'est pratiquement impossible à l'heure actuelle, et les très rares cas où ça a été fait, ça n'a rien donné. Ce qui ne veut pas dire que ça ne donnera pas quelque chose par la suite. Alors, avant de pousser, parce que c'est quand même très délicat, cette analyse sur ces planètes, si c'est possible, on sélectionne les terres et ce qu'on appelle les super-terres. Alors, la première chose, pour que ce soit quelque chose qui entretienne la vie, on estime qu'on ne peut pas avoir une masse inférieure à 10 fois la Terre. La planète est trop petite. Un rayon inférieur à 3 fois celui de la Terre. Là aussi, la planète est trop petite. Une densité supérieure à 2,5. Si la densité est inférieure, ce n'est pas une planète solide,
c'est une planète qui est soit liquide, soit gazeuse, ça n'intéresse pas. Elle doit se situer surtout autour de l'étoile, dans la zone permettant la présence d'eau liquide. C'est la fameuse zone bleue qu'on avait tout à l'heure. Et avoir une atmosphère. Sans atmosphère, c'est exposé à toutes les radiations de l'étoile, toutes les particules, et par conséquent, la vie ne peut pas exister. Alors, pour certains, ces conditions ne sont pas assez strictes. C'est-à-dire que vraisemblablement, il y a d'autres conditions qui portent sur des idées beaucoup plus larges. En particulier le fait d'avoir une stabilité de cette planète. Si cette planète bascule sans arrêt ou bouge, ça peut être le moment ponctuel où on regarde des conditions favorables à la vie, mais un millénaire après, elle est complètement ailleurs, ou elle est complètement désossée, et par conséquent, la vie ne peut pas se développer. La vie sur Terre, elle s'est développée sur pratiquement 1 milliard d'années. Entre les premières bactéries qui ont été repérées, qui remontent à peu près à 800 millions d'années, et nous, il s'est passé presque 1 milliard d'années. Et 1 milliard d'années où la Terre était relativement stable. Il n'y a pas eu de grosse catastrophe. Donc, ces planètes, on ne sait pas si ce sera le cas. Donc, on pense que ce n'est pas ça. Alors, pour avoir une civilisation, évidemment, c'est encore beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on a repéré un certain nombre de ces planètes, voilà, dont voici l'état. On les a affublés d'un coefficient de corrélation avec la vie. Par exemple, la Terre, on sait que ça marche puisqu'on est là, donc c'est la corrélation 1 maximum. Mars, c'est une corrélation de 0,66. Et on sait que ça ne marche pas puisqu'on n'a rien découvert jusqu'à maintenant. Peut-être en piochant dans les sous-couches importantes, on trouverait des fossiles d'une vie antérieure. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé. Celle qui serait le plus proche, c'est ce qu'on appelle l'IS 581G, qui aurait une corrélation de 0,92. Assez important par conséquent. Et ensuite, vous voyez, on tombe très rapidement. Date de découverte, il y en a qui sont déjà de 2007. Celle-ci est encore à l'état de suspens, mais enfin, bon, j'avais regardé qu'elle avait été acceptée. Ben voilà. Un peu plus grosse que la Terre, 3,3 fois la masse de la Terre, un peu plus importante en volume, 1,6 fois. Naine rouge, donc c'est une étoile de faible dimension, mais qui a une période de vie importante. Si ça avait été une géante, on n'aurait pas détecté la planète et de toute façon, on n'aurait pas pu se former. Voilà. Distance de l'étoile relativement proche, mais comme la naine rouge est peu chaude, la zone de vie est beaucoup plus proche. Donc, période 36 jours de rotation, une température entre moins 70